Bonjour à tous, alors aujourd'hui cours sur les forces de pression exercées par un fluide. On va voir une petite définition rapide de ce que c'est. On va devoir parler de l'orientation de ces forces pour discuter de quelques exemples et ensuite des formules pour prévoir la valeur de ces forces et faire des exercices. Alors petite définition rapide, les forces de pression ce sont avant tout des forces. Donc c'est exercé par un objet sur un autre objet. Et on parlera de force de pression quand l'objet qui exerce la force appuie sur l'autre objet. Pour compléter cette définition, il faut qu'on parle de l'orientation de ces forces. Dans cette bouteille, il y a de l'eau qui appuie sur les parois. Alors on le voit parce que quand on fait un trou dans les parois, eh ben, il y a de l'eau qui sort. Ça veut dire que l'eau qui est dans la bouteille appuie sur l'eau qui est en train de sortir. Et on voit que l'eau qui est dans la bouteille appuie perpendiculairement aux parois parce que l'eau qui sort perpendiculairement aux parois. Voilà, donc on retiendra que les forces de pression appuient perpendiculairement aux parois, aux surfaces sur lesquelles elles appuient. Alors quelques exemples dont on va reparler en exercice. On va parler des forces de pression exercées par l'air et par l'eau. Alors comment on sait que l'air et l'eau exercent des forces de pression? Parce qu'elles nous appuient dessus. Alors la plupart du temps on ne le sent pas parce qu'on est habitué, mais parfois on a mal aux oreilles quand on met la tête sous l'eau ou dans des avions quand la pression de l'air change. Ça peut nous faire mal aux oreilles et là on se rend compte que l'air ou l'eau nous appuie dessus. Ces forces de pression, ce sont aussi les forces qui permettent d'expliquer pourquoi les objets flottent. Donc il y a la pression de l'eau qui appuie sur la barque, ce qui fait que la barque flotte. Et il y a également les forces de pression de l'air qui appuient sur la montgolfière, hein, ce qui fait que la montgolfière flotte aussi. Alors on voit sur ce dessin que l'air appuie perpendiculairement aux parois de la montgolfière, donc il y a de l'air qui appuie vers la droite et de l'air qui appuie vers la gauche, bon ça se compense, ça s'annule, et il y a de l'air qui appuie vers le haut et de l'air qui appuie vers le bas, et ça se compense pas, hein. L'air qui est sous la montgolfière, qui appuie vers le haut, appuie plus fort que l'air qui est au-dessus de la montgolfière, qui appuie vers le bas. Et donc l'ensemble de toutes ces forces de pression, ça fait une force globale qui est vers le haut, ce qui permet à la montgolfière de voler. Et cette force globale, on lui donne un petit nom, on l'appelle la poussée d'Archimède. Vous en reparlerez l'année prochaine. Alors un autre effet des forces de pression de l'air, donc c'est la pression de l'air exercée sur de l'eau gazeuse. Alors voici de l'eau gazeuse, on voit qu'elle est gazeuse parce qu'il y a des petites bulles, mais si on laisse reposer, au bout d'un moment, les petites bulles, il n'y a plus de petites bulles, donc le gaz qui est dans l'eau arrête de sortir. Et alors pourquoi le gaz qui est dans l'eau ne sort pas plus? C'est parce que l'air appuie sur l'eau et empêche les bulles de sortir. Alors pour démontrer ce phénomène, eh ben, on va supprimer l'air qui est au-dessus du verre. Donc on met ça dans une cloche à vide, on aspire l'air et quand on enlève l'air, eh ben, le gaz qui est dans l'eau sort très facilement, il n'y a plus rien qui l'empêche de sortir. Donc c'est bien l'air qui appuie sur l'eau qui empêche le gaz de sortir. Et donc quand la pression de l'air qui appuie sur l'eau diminue, la quantité de gaz dissoute dans l'eau diminue aussi. Donc ça c'est quelque chose qui était dans l'ancien programme, je vous l'ai laissé, mais il est peu probable que vous le voyez dans un sujet de bac. Autre effet de la pression, alors ça c'est des choses que vous verrez en terminale, mais je vous en parle maintenant parce que c'est rigolo, ça sort du programme de première parce que là on parle des fluides en mouvement, donc la pression dans de l'air qui bouge, dans un courant d'air ou dans un courant d'eau, ben, il se passe des choses spéciales comme par exemple ceci. Les ballons ne vont pas droit quand il y a du vent. Alors c'est très pratique pour marquer un but, mais comment ça se fait? Alors les ballons ne vont pas droit quand il y a du vent pour deux raisons. D'abord l'effet du vent, qu'on va voir dans le premier film, là le petit truc noir, c'est un sèche-cheveux qui va souffler du vent au-dessus d'une feuille de papier. Et avec le vent qui passe au-dessus de la feuille de papier, soulève la feuille de papier. Donc quand il y a du vent, il y a moins de pression. La pression sous la feuille de papier qui n'a pas de vent est plus forte que la pression au-dessus de la feuille de papier qui a du vent. Donc le vent fait baisser la pression. Alors pourquoi ça fait tourner les ballons? Ça fait tourner les ballons quand les ballons tournent sur eux-mêmes. Alors quand le ballon avance, il y a du vent, et le ballon tourne sur lui-même à gauche, le ballon tourne dans un sens qui a tendance à accélérer le vent, alors qu'à droite, il tourne dans un sens qui a tendance à ralentir le vent. Donc le vent est plus fort à gauche que à droite. Donc s'il y a plus de vent à gauche, il y a moins de pression à gauche, et donc le ballon est poussé vers la gauche. Et voilà, le ballon ne va pas droit. Et on marque des buts facilement grâce à ça.
cet effet, on le voit sur les objets qui tournent qui vont pas droit. Voilà d'autres exemples d'objets qui tournent qui vont pas droit. Ça, illustre ce qui se passe au tennis. Un effet coupé a tendance à allonger la trajectoire de la balle, alors qu'un effet lifté a tendance à courber la trajectoire de la balle, qui va tomber plus vite, ce qui permet à la balle de ne pas finir dans le grillage quand on tape trop fort. Alors ça, c'est rigolo, si la balle ne tourne pas, elle a tendance à tomber droite. Bon, il y a un petit peu de vent quand même là, donc ça tombe pas parfaitement droit. Mais dès que la balle tourne, là, elle tombe plus droite du tout. Donc je vous laisse apprécier à quel point la trajectoire est courbée parce qu'elle tourne sur elle-même. Donc voilà des exemples de pression exercée par l'air sur des objets qui tournent. Vous verrez plein d'autres exemples l'année prochaine, c'est rigolo. Alors passons aux choses sérieuses et voyons les formules qui vont nous permettre de faire des prévisions dans des cas concrets sur les valeurs de pression. Premièrement, la formule qui définit vraiment ce que c'est que la pression, qui fait la différence entre ce qu'est la pression et la force de pression. Donc la première image, c'est une randonneuse qui se déplace dans de la neige molle et elle a mis des raquettes aux pieds. Donc pourquoi elle a mis des raquettes? C'est qu'elle ne veut pas s'enfoncer. Si elle n'a pas de raquettes, elle va s'enfoncer jusqu'à la taille et pour marcher, c'est pas très pratique. Donc grâce aux raquettes, elle ne s'enfonce pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle appuie moins fort sur la neige? Ah non, elle n'appuie pas moins fort. Elle appuie de tout son poids sur la neige, donc elle appuie toujours aussi fort et pourtant elle ne s'enfonce pas. Donc on dira qu'elle appuie aussi fort, mais avec moins de pression. Sur la deuxième image, c'est pareil, un explorateur qui se déplace sur la mer gelée, il vaut mieux pas qu'il traverse la mer parce que s'il finit dans la mer à 0 degré, il va mourir gelé. Et là, il se doute que la banquise est sûrement fragile, donc il va explorer un peu la banquise, voir si c'est solide, et il y va en rampant. Il y va en rampant non pas pour appuyer moins fort, parce que il appuie de tout son poids, donc il appuie toujours aussi fort, mais il répartit cette force sur toute la surface de son corps, donc il appuie avec moins de pression, aussi fort, mais avec moins de pression. Et sur la troisième image, le clou, c'est le contraire. Si vous essayez d'enfoncer un clou qui est couché, allongé sur la planche en bois, vous allez taper avec toute la force du marteau, et pourtant le clou ne va pas s'enfoncer, parce qu'il aura une grande surface répartie sur le bois, alors que là, dans cette position, si vous appuyez avec la force du marteau, toujours la même, il va s'enfoncer très facilement parce que la surface de contact sur le bois est toute petite. Et pour qu'elle soit pour que ce soit très efficace, cette surface, on la rend la plus petite possible avec un clou très pointu. Donc, ce qui permettra au clou d'appuyer avec une très grande pression sur le bois, mais toujours la même force, la force du marteau. Donc la pression, c'est lié à la force, donc ne pas confondre pression et force de pression, même si c'est un peu la même idée. Donc la pression, c'est proportionnel à la force de pression, mais c'est inversement proportionnel à la surface sur laquelle on appuie. Plus la surface est grande, plus la pression est petite. Donc ça, c'est ce que illustrent les gens qui ne veulent pas s'enfoncer dans la neige. Ou inversement, plus la pression est petite, plus la surface est petite, plus la pression est grande. Donc ça, c'est ce qui illustre le clou. Petite surface, grande pression. Alors cette formule permet de définir l'unité de la pression, le pascal. Donc finalement, un pascal, ça correspond à une force de 1 newton qui appuie sur une surface de 1 mètre carré, 1 newton par mètre carré. Alors maintenant, voyons des cas particuliers. Dans les liquides, on observe que la pression augmente lorsque la profondeur augmente. Donc ça, on l'observe quand on met la tête sous l'eau. Si on met juste la tête sous l'eau, on n'a pas vraiment mal aux oreilles, mais on commence à avoir mal aux oreilles quand on va à une certaine profondeur. Et plus on va profond, plus on a mal aux oreilles. On le voit aussi avec les sous-marins. Si on veut aller très profond, on a intérêt à construire des sous-marins très solides, donc avec une forme bien étudiée, avec un acier bien étudié, très épais, pour pouvoir aller très en profondeur. Et on le voit aussi sur cette image, où on voit l'eau qui sort parce que l'eau qui est à l'intérieur appuie dessus et la trajectoire de l'eau, les trajectoires d'eau ne sont pas parallèles. Ça veut dire que l'eau qui est dans la bouteille n'appuie pas toujours aussi fort. On voit que la trajectoire du jet qui est en haut va moins loin que les autres trajectoires. Ça veut dire que l'eau qui est dans la bouteille appuie moins fort. Ça appuie moins fort parce que c'est moins profond. Alors vous avez vu en TP qu'il y a une formule qui raconte ça, que la pression exercée par l'eau augmente avec la profondeur, avec un coefficient de proportionnalité K, mais il y a une ordonnée à l'origine qui est la pression atmosphérique.
Alors la pression atmosphérique au niveau de la mer, c'est environ 100 kPa. Et le coefficient directeur d'augmentation de la pression en fonction de la profondeur, dans l'eau, c'est 100 kPa pour tous les 10 mètres. Mais ce coefficient dépend du liquide. Dans l'huile, c'est moins. Maintenant, dans les gaz. Alors, il y a plusieurs effets dans les gaz qui se résument en une formule que vous verrez l'année prochaine. Premier effet, plus il y a de gaz, plus ça appuie fort. Alors, pour avoir plus de gaz, on peut prendre un comprimé effervescent qui, dans l'eau, produit de plus en plus de gaz. Et au bout d'un moment, il y a tellement de gaz que ça appuie trop fort sur le bouchon qui lâche. Alors, pourquoi? On devine ce qui se passe microscopiquement. S'il y a plus de gaz, les particules de gaz vont cogner plus souvent sur le bouchon. Logique. Et ça, on peut le voir dans une situation réelle. Dans un volcan, c'est ce qui se passe. Quand il y a une remontée de magma, il y a aussi une remontée de gaz. Pour un peu qu'il y ait de l'humidité dans le milieu, il va y avoir l'eau va se vaporiser, il y aura encore plus de gaz d'eau. Ça va appuyer plus fort sur le bouchon de la montagne. Ça, au bout d'un moment, ça appuie tellement fort que la montagne casse. Deuxième effet de la pression dans les gaz, vous l'avez vu en TP, quand le volume d'un gaz augmente, la pression diminue. Alors pour quelle raison? Donc on imagine bien ce qui se passe, voici des dessins, je vous ai mis un lien vers l'animation d'où viennent ces dessins, donc en fait ça vient de dessins animés, mais on imagine ce qui se passe. Quand le volume augmente, les particules vont être moins resserrées, plus espacées, et donc elles vont cogner moins souvent sur les parois. Donc ça appuie moins fort, la pression diminue. Alors cet effet se résume en une formule qui dit que le produit de la pression fois le volume reste constant au cours de la variation de volume. Donc on pourra écrire des formules de type PIVI égale PFVF, P1V1 égale P2V2. Par exemple, dans une bouteille de plongée de 1 litre qui contient de l'air à 15 000 kPa, si on vide la bouteille à pression atmosphérique, donc à 100 kPa, la pression va être divisée par 150. Pour maintenir le produit P fois V constant, si la pression est divisée par 150, le volume de gaz est multiplié par 150. Donc le volume qui était de 1 litre passe à 150 litres. Et donc cette bouteille de 1 litre permet de transporter en fait 150 litres de gaz. Troisième effet sur la pression des gaz, la température. Donc prenons un gaz enfermé, il n'y aura pas de plus en plus de molécules, dans un récipient rigide, donc le volume ne va pas changer, et on chauffe tout ça, donc le gaz chauffe, et la pression augmente. On le voit parce qu'au bout d'un moment, la pression est tellement forte sur le bouchon que ça saute. Alors pour quelle raison la pression augmente? Il n'y a pas plus de molécules, donc ça ne va pas taper plus souvent. Le volume ne change pas, donc les molécules ne vont pas être plus resserrées ou plus espacées, donc ça ne va pas taper plus souvent non plus. En fait, non. Si ça tape plus fort, c'est parce que les particules vont taper plus fort. En fait, ces particules vont plus vite. Donc, c'est pas que ça tape plus souvent, mais chaque particule tape plus fort. Et donc, globalement, la pression augmente. Cet effet, on peut le voir dans l'exemple suivant. Donc, voici une étiquette qu'on peut voir sur la tranche de la portière d'une voiture, de la portière du conducteur, qui nous indique à quelle pression on doit gonfler les pneus. Donc les pneus de cette voiture doivent être gonflés à 2,5. Alors l'unité est en bas de l'étiquette, c'est 2,5 bar. Et pour les valeurs qui sont entre crochets, là, 250, c'est 250 kPa. Donc il faut gonfler les pneus de cette voiture à 250 kPa, mais avec les pneus froids. Parce que quand les pneus roulent sur la route, ça frotte, donc ça chauffe les pneus, ça chauffe le gaz, ça modifie la pression. Et donc le protocole de gonflage de ces pneus tient compte de cet effet. Et pour ça, il faut gonfler les pneus à froid. Voilà, vous savez tout sur la pression, les forces de pression dans les gaz et les liquides, enfin en tout cas presque tout. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.